la loi des trois états de points, finitude, corps-sujet, subjectivité. La finitude, l'individu, appartient à l'être. Le corps-sujet est le moyen du genre. La subjectivité est spécifique du prématuré. Trois états en un seul corps. Trinité a priori de l'espèce humaine. C'est cette tripolarisation exhaustive qui manque à la connaissance néo-kantienne. Deux points, les rapports a priori de l'être, du genre, du sujet. La philosophie actuelle, héritée de l'après-Seconde Guerre mondiale, n'a délivré que des vues ponctuelles de cet ensemble à des fins anthropologiques, de manipulation savante du savoir, ces catégories se révélant constitutives des rapports de classe, le freudo-marxisme s'avérant le modèle consumériste de la vraie société de consommation. Ne pas confondre finitude, corps-sujet et subjectivité. Il s'agit de trois ordres communs à la logique et à la phénoménologie, de la trame secrète de l'évolution humaine dans l'ontologie temporelle, de ce qui est le non-su et le non-dit de toute la philosophie occidentale. Alors que cette trinité est totalement absente de cette philosophie, nous en avons fait l'ordre de notre exposé et la généalogie de l'humain. C'est l'être qui crée la finitude, l'individu en sa fonction reproductive, entité fonctionnelle nécessaire à l'être. Alors, l'autonomisation progressive peut s'accomplir selon le dédoublement du corps-sujet, l'engendrement réciproque du moyen et de la fin. Alors, le prématuré accède à l'existence. Deux points, la subjectivité, expérience et négation de l'angoisse, gestion de la finitude par le corps-sujet qui se fait économie politique. Derrière l'apparente répétition formelle et arbitraire, toute une progression logique. C'est bien la même situation qui se répète, mais selon trois perspectives différentes qui doivent s'articuler en un ensemble. La reconstitution de l'ensemble, être, genre, corps-sujet, nous a permis de proposer l'en-soi de l'ontogénèse. Non pas comme une substance, une nature humaine, mais comme une situation logique. L'en-soi dit l'originalité et la spécificité de l'ontogénèse, sa distinction d'avec la phylogénèse et sa rupture et continuité avec l'être. Il est le montage propre au corps-sujet et aux conditions de son autonomie. Mais alors, tout le pour-soi est à venir, à produire. Ce sera le parcours de la conscience, de ses moments et catégories, qui ressemblerait beaucoup à la phénoménologie de l'esprit de Hegel, s'il ne devait se constituer selon la logique et la phénoménologie de la phylogénèse. Ce qui veut dire que nous voulons substituer à une logique du superstructural, de sa catégorie, non su comme telle, la logique du genre humain, celle de sa séparation d'avec l'être et de sa production selon la praxis. Petit 4, trois petits points. Alors, la transmission des caractères acquis. Alors, on peut proposer l'explication de la transmission des caractères acquis, la relation de l'idée et de l'acquis, en fonction de la parenté ontologique et de la logique de sa chronologie. C'est la révélation, entre guillemets, du principe de l'ontogénèse. Deux points, ouvrez les guillemets. Les caractères acquis de l'ontologie temporelle deviennent l'idée du genre, et les caractères acquis du genre deviennent l'idée de l'individu. Fermez les guillemets. On peut ainsi répondre à cette question. Deux points. Combien de vies à déclarer? Nous avons déjà fait la déclaration de l'univers perdu et retrouvé. Deux points. L'antéprédicatif, tout un univers englouti sous le concept, toute une pensée cachée par l'inconscient, toute une proclamation de la praxis. Mais il s'agit maintenant de définir la parentèle originelle de ce système de la parenté qu'est l'évolutionnisme. Il y a trois termes. Deux points. L'être, le genre, l'individu. Le père, la mère, le fils. L'ontologique glisserait inexorablement vers la Sainte Famille, point d'interrogation. Autrement dit, il y aurait un a priori logique qui serait de l'idée, un a priori ontique qui pourrait apparaître de deux manières opposées, soit que la structure de l'esprit décide de la famille, soit que celle-ci décide de cette structure. Dans les deux cas, l'être et l'esprit se constitueraient selon le même référentiel structural, invariant, immanent. Il faudra revenir sur ce parallèle et sur cette identification, car ils permettent de traduire, trois petits points de suspension,
l'Esprit Saint, le miracle de la création d'existence dans le procès de production, l'autre donation d'existence. On peut maintenant répondre à la question. Avec le nouveau-né, combien de vies à déclarer? Il y en a trois. Trois genèses en une naissance. Trois donations d'existence. On est à l'être, au genre, au soi-même. Trois vies qui vont constituer la vie synthétique de l'homme réel. On est dans l'être et de l'être. Cette naissance se fait dans l'ontologie temporelle. L'existence du genre dans l'être étant acquise, le genre se développe selon son existence logique. Il y aura tout un montage logique, deux points. L'accession à la connaissance en tant que constitution du cogito de la praxis, selon le dédoublement corps-sujet et la dialectique du re, deux points, renaître comme reconnaître et reconnaître comme renaître. Alors, la troisième existence, celle du prématuré. Petit 5. L'énonciation phénoménologique de la problématique de l'ontogénèse. Deux points. Un être qui est une temporalité, qui est finitude, et celle-ci procède production. On peut synthétiser toutes les propositions avancées en cette formulation. Deux points. La subjectivité, entre parenthèses, celle du corps-sujet en son développement, se propose comme un être qui est temporalité lorsqu'elle est une finitude, et celle-ci procède production. Cette formule impose la permanence de la subjectivité. Elle devient, mais elle reste inaltérable en sa nature. Elle ne retient du devenir que le même. C'est qu'elle est antérieure à la phénoménologie de la conscience. Nous traitons de l'antéprédicatif, de la survie, de l'homme naturel et originel, de sa synthèse. Certes, la conscience de soi est la satisfaction de soi et de l'œuvre du soi-même. Mais après coup, on s'est fixé une méthodologie qui s'achève, entre parenthèses, cogito pré-réflexif, où le cogito cartésien commence. Les propositions que nous venons d'avancer contiennent, ou prétendent contenir, toute la problématique de la subjectivité. Pascal, Husserl, Heidegger, Sartre, etc. sont cités à comparaître pour au moins un élément de l'ensemble et, du coup, pour la signification globale de la proposition ainsi posée. Ainsi, pour Heidegger, notre signe ontique. Pascal le réfute, autant que notre discours critique. Il dit bien, deux points. Quand on abaisse l'homme, je l'élève, quand on l'élève, je l'abaisse. Fermez les guillemets. Et il propose les deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Comme nous définissons les deux finitudes, deux points, de l'en-soi et du pour-soi de la subjectivité, de la singularité et de son procès de production. La subjectivité est faite d'une contradiction. C'est l'axiome des axiomes, deux points, la contradiction. Parce qu'elle est le principe, le moteur du devenir. La subjectivité offre cette nature parce qu'elle est l'instrument de travail, son objet et son sujet, deux points, le corps-sujet. Heidegger l'oublie. De la subjectivité, il ne retient que l'être pour la mort. Il n'ajoute pas la détermination qui suit pourtant avec évidence, deux points, de l'être pour la vie. L'existence est la double face de la vie et de la mort. Sur ce point, nous rejoignons Freud, deux points, la dualité de l'instinct de vie et de l'instinct de mort. À cela près que nous écartons le naturalisme métaphysique pour poser la dualité du procès de production et du procès de consommation. Comme nous avons rejoint Pascal, pour sa dualité, mais, ironie transcendantale, non pas dualité des deux infinis, mais des deux finitudes de la subjectivité. La vie est par définition combat contre la mort. La subjectivité ne fait qu'exprimer les conditions de ce combat. Elle met en vie les deux protagonistes, parce que l'évolutionnisme achève son parcours selon la formulation. Parce que l'évolutionnisme achève son parcours selon la formulation. Deux points. Un être, une unité de l'ontologie temporelle, qui est une temporalité, laquelle est une finitude, et celle-ci procède production. Ce n'est qu'en reconnaissant la problématique, et en particulier la dualité de l'être pour la vie et de l'être pour la mort,
que l'on peut avoir l'énonciation de la sagesse, ouvrez les guillemets, méditation sur la vie et non sur la mort. Dans cette perspective, qui nous rapprocherait de Pascal, nous reprendrons la formulation déjà proposée, celle du corps-sujet définissable selon cette logique. Deux points. De l'immanence des deux termes à leur plus grande contradiction. Celle-ci va se constituer à partir du tronc commun, corps-sujet d'immédiate réciprocité, en tant que séparation et développement spécifique de la logique et de la phénoménologie pour en venir, en leur accomplissement, à une autonomie de consentement réciproque, dualité de complémentarité. Il y a une formule qui revient, qui dit exactement, et en fait il revient deux fois, exactement formulé à 2 pages d'intervalle. Je crois que peut-être qu'il va la reformuler encore, M. Métis, et qui dit que en fait la subjectivité, un coup alors il dit la subjectivité se propose comme un être qui est, c'est ça qui revient, temporalité lorsqu'elle est une finitude, et celle-ci procède de production. Et ça c'est page 180, et après, page 180, il dit un être, une unité de l'ontologie temporelle. Alors, un être, une unité de l'ontologie temporelle, qui est une temporalité, laquelle est une finitude, et celle-ci procède de production. Donc, apparemment aussi, alors la finitude, il a comment, il la décline à plusieurs niveaux, et il a l'air d'établir qu'il faudrait quasiment établir une parentèle entre les différents niveaux de cette finitude. Et l'une, c'est la finitude de l'individu, de l'évolutionnisme, comme la finitude d'une vie d'un individu, finalement. Et l'autre, c'est la finitude de l'instant, quoi. Enfin, c'est la finitude de la durée. Je pense qu'il associe la finitude, je pense qu'il l'associe. Après, ça va être, je crois, ce qu'il va développer, quoi. En fait, la finitude, c'est la durée, quoi. En fait, la durée, c'est l'installation, finalement, au niveau ontologique de la durée, qui n'est pas présente avant, finalement, d'après ce que je comprends, avant l'évolutionnisme, avant la vie, c'est vraiment l'apparition de la vie qui installe la durée dans l'être, et cette durée, après, serait, d'après ce que je comprends un petit peu de ce qu'il veut nous dire, un peu comme ça deviendrait en tant qu'acquis, l'inné du niveau plus bas, à savoir donc la subjectivité, quoi. Il a l'air de dire qu'il y a toute une parentèle, quoi, dans des je ne sais pas comment qualifier ça, enfin des concepts, hein, qui correspondent effectivement par exemple là, la finitude et la durée, quoi. Donc, et là, effectivement aussi, il essaye de... Enfin, c'est pas la première fois qu'il le fait, quoi, mais toujours, bon, c'est un peu comme un leitmotiv, quand même, hein. Donc il essaye de reconstruire tout le développement, non pas comme une substance, hein, il marque une nature humaine, mais comme une situation logique, hein. Donc la reconstitution de l'ensemble, être, genre, corps, sujet, nous a permis de proposer l'en-soi de l'ontogenèse, non pas comme une substance, une nature humaine, mais comme une situation logique, page 178.
Et un peu plus loin, il dit ce qui veut dire que nous voulons substituer à une logique du superstructural, de ces catégories non sues comme telles, la logique du genre humain, celle de sa séparation d'avec l'être et de sa production selon la praxis. C'est toujours un peu ces thématiques-là qu'on retrouve un peu déclinées de différentes manières dans tout ce livre finalement. La finitude, je pense que c'est associé à la durée, quoi, parce que en fait le temps dont il parle souvent c'est le temps matriciel, hein, le temps qui est sans obstacle. Il parle également du torrent du temps, du devenir, donc n'intègre pas cette notion de durée et de finitude. Hein. Donc apparemment, d'après ce qu'il dit, quoi, ce serait effectivement l'évolutionnisme, puis repris après par le développement de l'être social, qui intégrerait cette notion de finitude, de durée, et il va même jusqu'à dire qu'il y aurait une notion de quasi transmission des caractères acquis depuis un niveau à l'autre, d'après ce que je comprends. Mais je vois pas bien comment. Mais... J'étais en train de lire des choses sur Vygotsky et qui parle de justement de l'échange entre le caractère culturel et à un certain stade alors, du coup comment ça se formule ouais. Et là, je crois qu'il fait une transposition autre, si tu veux, il emploie quelque chose qui relève effectivement de biologie, la transmission des caractères acquis. L'intériorisation, justement. Non, apparemment, il a l'air de transposer au niveau d'une sorte de filiation ontologique, si tu veux, ce que nous, effectivement, on peut voir au niveau de la biologie, la psychologie, etc. Donc je pense que là, il a l'air de vouloir appliquer, si tu veux, ce que tu dis, à quelque chose qui relève de filiation ontologique. Oui. Mais du coup, il me semble que Vygotsky décrit des périodes de la vie où justement se fusionne un développement naturel, phylogénétique et des éléments culturels qui sont symbolisés par... Enfin, je ne sais pas comment il le... Je ne connais pas assez, je dis ça comme quelque chose qui me semble éclairer ce que je dis chez Kluskar, mais je ne sais pas bien clair encore pour moi tout ça, mais j'ai l'impression qu'il dit qu'il y a une fusion possible dans l'évolution ontogénétique, dans la croissance individuelle, il y a des phases où les apports naturels s'échangent avec les comportements sociaux, quoi, en fait, de l'environnement des parents et autres. Oui, c'est clair qu'il y a une... Du coup, c'est un croisement. Enfin, il y a... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'il y a une... Je connais pas Vygotsky du tout. Hein. J'avais juste lu un article de je sais plus quel chercheur qui se revendiquait un peu de son héritage. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'il y a une utilisation de la logique phylogénétique dans l'ordre de la construction ontologique? C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est comme ça qu'il le... Enfin, alors, bon, te décrire précisément comment lui l'a remarqué, bon, je l'ai lu seulement, je peux pas te l'argumenter beaucoup, mais c'est chez lui que j'ai lu ce croisement. Bon, je l'ai lu parce qu'on m'a fait découvrir ici, hein, c'est tout récent en fait. Ouais, mais il semble que donc, dans l'évolution, je sais plus, il donne des âges en plus, avant l'acquisition de langage.
même. Avant l'acquisition du langage Ouais, Ah oui, d'accord. des éléments, si tu veux, sociaux qui intègrent des comportements, si tu veux, propres à l'humanité, mais qui sont de l'ordre de l'outil, quoi, en fait, le langagier, qui permettent ensuite d'intégrer le langage, en fait. Alors bon, là, je te dis, Bah, c'est hyper intéressant parce que par exemple, ce serait une invalidation de ce que dit Chomsky, quoi. Qui suppose que les structures du langage et de l'apprentissage sont d'ordre neuronal dans le cerveau, sont génératives et qu'elles n'ont pas à voir avec le socius. C'est ça. Et ça, c'est intéressant, du coup, ça veut dire que c'est purement dans l'ordre de la poursuite, qu'il n'y a pas vraiment de rupture entre le règne animal et le règne humain, si tu envisages par rupture quelque chose qui serait comme ça, quelque chose de sans dire, en fait, il n'y a pas ça, il y a plutôt une continuité dont on prend conscience et qu'il y a un usage de ça. C'est un usage social de Ce serait un usage social, c'est ça, en fait, le caractère, la transmission, quoi. Ouais. Mais bon, du coup, je ne l'ai pas approfondi, mais effectivement, C'est légal le bouquin alors là, ce que je suis en train de dire, c'est donc il y a une partie qui est de Vygotsky, et donc après, bon, j'en suis là, j'ai juste commencé là, et ça c'est ses textes traduits, mais du coup il y avait ça qui m'a touché là-dedans, qui me semblait éclairer le chemin de la praxis. Mais après, c'est un ouvrage collectif. Je vais te dire le titre là, j'ai un peu oublié, il faudrait que je le note. C'est un ouvrage qui datait de quelle période C'est un ouvrage d'une dizaine d'années. Ouais, d'accord. Je suis désolé, j'ai une mauvaise mémoire. Effectivement, là, on a cette histoire de croisement. Bon, peut-être que je vous ai distrait. Non, au contraire, c'est super intéressant. Je crois qu'il il en parle parfois dans l'ordre de filiation ontologique, quoi. Donc il file une dimension qui est la finitude, qui, d'après ce qu'il dit, c'est l'être qui crée la finitude. L'individu en sa fonction reproductive, entité fonctionnelle nécessaire à l'être. C'est-à-dire que avant la vie, finalement, il n'y a pas de. Ça serait la vie qui introduirait finalement la notion de finitude à travers l'individu, une vie, un début, une fin, donc une durée. Et il a l'air de dire qu'après c'est repris à d'autres niveaux dans les filiations en question, ontologiques, et tu retrouves cette dimension de la finitude à d'autres niveaux, notamment, ne serait-ce que la durée, après il en parle, la notion l'apparition de la durée, la rétention du temps pour pouvoir faire le procès de production. Donc ça, il y a une notion de durée donc, qui a passé, présent, futur, qui est à prendre en compte. Également, il parle aussi alors le prématuré, pour le prématuré, oui. La subjectivité, expérience, négation de l'angoisse, gestion de la finitude. En fait, la finitude, elle intègre en tant que. Elle est intégrée dans le processus, finalement. C'est la gestion de la finitude qui fait partie du développement de la subjectivité. Des choses qui sont. Qui apparaissent au niveau ontologique supérieur, donc qui sont repris et retraités pour en fait la constitution de la subjectivité par le corps sujet qui se fait économie politique. Petits éclairages ponctuels sur ce texte. Je connais pas Heidegger. Du coup, apparemment, il prend l'approche de Heidegger comme
une approche insuffisante Voilà, oui. c'est ça en fait, si Ouais. je comprends, et partielle quoi, de la construction du sujet. Ouais, l'être pour la mort, donc c'est une des dimensions, mais c'est pas la seule. Moi, je suis un peu gêné parce que, enfin, j'en avais déjà un peu parlé la semaine dernière, les deux semaines, c'était pas là du coup, mais ce passage-là ne m'est pas du tout à l'aise en fait. Parce que j'ai pris quelques notes bien sur ce qu'on avait dit la dernière fois, mais en fait là, pour moi, Kouskar, c'est là typiquement, on en revient au débat, mais du coup, t'étais déjà là les dernières années, tu vas voir le jour. En fait, on en revient à ce problème qui a justement été évoqué par Michel dans son mail, du coup, t'étais peut-être pas dans la j'ai vu, tu as vu la réponse qu'il disait, où il cible immédiatement le problème de ce que c'est d'essayer de faire une ontologie marxiste. Et le problème de ce que c'est que de faire une ontologie marxiste, c'est que en fait on se retrouve à réifier les catégories du capitalisme au nom d'une description de la société, et qui fait qu'à la fin on est tellement en train d'essayer de trouver une analyse rationnelle du capitalisme en termes de catégories, qu'en fait on se rend plus compte que même dans la propension qu'on a à essayer de le dépasser, on est complètement aliéné par le capitalisme dans le dépassement. Ouais, réifier, c'est-à-dire une chose, quoi, une chose objet. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est que, par exemple là, qu'est-ce qu'il dit en gros? Bon, d'ailleurs, je suis pas hyper, enfin, je m'intéresse un peu à tout ça, mais je veux dire, je suis pas un philologue, enfin, j'ai pas fait d'études de philo, donc je suis pas un philologue qui serait capable de citer tout Pascal et puis de te dire, voilà, là il a raison sur Pascal, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Là, en fait, le problème qui se pose, c'est qu'il essaie de nous dire qu'en fait, il faut substituer. En fait, il explique comment est-ce que la contradiction, il le dit hein, d'ailleurs, dans ce qu'on vient de dire, ce que je viens de dire là, il te dit la contradiction est une catégorie, voilà, elle est un axiome. Voilà. La contradiction. Le moteur du devenir. Il te dit, c'est le moteur du devenir, exactement, il te dit c'est l'axiome des axiomes, la contradiction. Et donc en fait, il établit des oppositions, alors il reprend l'opposition de Pascal entre infiniment grand et infiniment petit. Il te dit non, il faut opposer à cette contradiction, qui est d'abord pas une contradiction, qui est plutôt une dualité, l'infiniment grand et l'infiniment petit, il faut lui opposer, au lieu d'opposer ces deux dualités infinies, il faut opposer deux dualités finies, deux finitudes, l'en soi et pour soi de la subjectivité, qui sont en gros le procès de consommation, enfin le procès de production en l'occurrence, et le procès de consommation. C'est-à-dire qu'en fait, il essaie de substituer à une dualité de deux infinis, deux dualités de la finitude, comme étant assumées, c'est-à-dire qu'au contraire des gens qui se plaignent en permanence de la finitude, parce que la finitude, ce serait le grand enfermement de la subjectivité qui calque tout selon son propre cadre et puis qui ne restitue pas la splendeur de l'être, de sa pleine contingence, et du coup qui est totalitaire, hein, parce qu'en gros la critique heideggerienne c'est un petit peu ça, enfin, en tout cas Heidegger n'utilise pas le mot totalitaire, mais c'est un peu aujourd'hui ce qu'on retrouve, hein, c'est l'idée, oui, arrêtez de nous emmerder avec vos philosophes de la représentation, là, subjectivité calque tout selon ses propres chaînes, etc. Et lui, il prend un petit peu ces gens-là, en leur faisant une petite tape sur l'épaule, il dit non, non, justement, on va répondre à ces gens-là, on va dire non, non, ce qu'il faut c'est assumer la finitude. Il faut assumer la finitude. Et il faut assumer le caractère fini de la subjectivité, et du coup dire, il y a le procès de consommation, enfin le procès de production et le procès de consommation, et il en vient à dire même, et c'est là que il ne parle pas encore pour sa consommation, mais peut-être sous-jacent. Si, il te le dit. Après. Il te dit ouvertement, je viens de le lire, et d'ailleurs il te dit ça, il te dit l'existence est la double face de la vie et de la mort, sur ce point nous rejoignons Freud, la dualité de l'infini, 181. La dualité de l'instinct de mort et de l'instinct de l'instinct de vie et de l'instinct de mort, à cela près que nous écartons le naturalisme métaphysique pour poser la dualité du procès de production et du procès de consommation. Voilà. Comme nous avons rejoint Pascal pour sa dualité, mais, ironie transcendantale, non pas dualité des deux infinis, mais finitude des deux finitudes de la subjectivité. Voilà. Et le souci, c'est que, du coup, ce qu'il dit, c'est quelque chose qui peut en apparence se paraître très séduisant, parce qu'il dit, mais arrêtons avec ces philosophes de la profondeur, et admettons la finitude, et puis logeons-nous dans cette finitude pour être des vrais communistes, qui allons
regarder la société de façon rationnelle et dire, il y a un procès de production et il y a un procès de consommation. Et du coup, moi, ce que je veux, en tant que communiste, c'est qu'on arrête qu'il y ait des gens qui produisent plus qu'ils consomment et qu'il y ait des exploitants, en gros, parce que c'est un peu ça qu'ils disent qu'ils consomment plus qu'ils produisent. Mais en ignorant même, mais dire ça, si tu veux. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans sa démonstration, là j'essaie de faire le logicien, d'accord ? Il dit le fait de substituer à la dualité des deux infinis pascaliens, on va arriver à la dualité des deux finitudes qui sont en lien avec le procès de production, donc qui pose comme étant une analyse matérialiste. On va transformer cette dualité en contradiction pour en faire une dualité de complémentarité. Et donc en fait, on va pouvoir fonder une société communiste, je sais pas moi, avec un parlement du travailleur collectif qui va organiser tout ça, où il y a en gros, il y a la consommation et la production, on va faire en sorte que il y ait des gens qui consomment, pas plus qu'ils produisent, et du coup, ce serait ça en fait l'idéal du communisme. Le problème, c'est que la consommation et la production, le simple fait de les poser comme étant des critères de l'économie politique, parce que dans l'économie politique, on ne critique pas que c'est production, consommation, il y a échange, il y a distribution, et production et consommation, c'est les deux extrêmes. La consommation, c'est la part subjective, et puis la production, c'est la part justement objective des rapports sociaux tels qu'ils existent. Mais le problème, c'est que ça, c'est le capitalisme. Ça veut dire que pour moi, promouvoir une société justement qui émancipe du capitalisme, ce serait pouvoir promouvoir une société où justement on ne puisse même plus opposer, on puisse envisager des activités qui seraient même plus dans l'une ou dans l'autre. Et c'est tout le problème par exemple qu'on a avec Friot, quand il dit les parents ils produisent, donc donnons-leur un salaire et pensionnons-les ou subventionnons-les. Parce que du coup tu fais travailler des choses qui n'ont même pas encore été par le capitalisme, au nom du fait que les combats ouvriers et les combats avec l'extension de la cotisation, c'est des combats qui effectivement ont été portés par un parti communiste fort, qui ont réussi quand même à s'installer aussi. Et le fait que par exemple aujourd'hui on trouverait ça sidérant avec des gens de droite, qu'on supprime les allocations familiales à des parents parce qu'on considère que c'est utile, etc. Mais le problème c'est ça, c'est que là on a le capitalisme, et en fait on veut faire l'inverse du capitalisme. Mais faire l'inverse du capitalisme, c'est pas être communiste, c'est faire le capitalisme un peu mieux. Ça veut dire que ça, en fait, ça ressemble à de la social-démocratie. L'objection, c'est bien, qui file depuis quelques semaines, quoi. Donc, c'est vrai elle est au cœur du... Qui se pose comme étant très pertinente, parce que moi j'en ai ras-le-bol aussi des connards de droite qui me disent « Eh ben justement, on va aller... Enfin, pas que de droite d'ailleurs, parce que même des anards de gauche, aujourd'hui on est un peu perdu là-dedans. Par exemple, il y a quelque chose chez les Nietzschéens de gauche, par exemple, que moi je qualifierais un petit peu, mais Yassou qualifie ça dans son bouquin, il a une démonstration qui est extrêmement brillante, même si c'est un idéaliste petit bourgeois, qui fait qu'il dit, en fait, chez Nietzsche, et ça à mon avis, ça serait tout à fait, à mon avis, parallélisable avec la critique de Lukács, que fait Lukács de Nietzsche. Quand Lukács te dit, ça se pose comme étant révolutionnaire, Nietzsche, parce que justement, ça se pose comme étant un renversement de la table, et puis ça se pose comme étant révolutionnaire, le Nietzschéisme. En réalité, c'est quelque chose qui est révolutionnaire par aristocratisme, parce qu'en fait, c'est la modernité qui est foutue de côté, et donc du coup, il en a autant après les patrons qui sont des méchants exploiteurs qui se vautrent dans l'argent, que de la part des pauvres petits ouvriers qui en réalité aiment bien aller à la soupe et qui ne va pas s'élever. Et moi, je supporte pas ça non plus, et je trouve que du coup, c'est intéressant de renvoyer dans la gueule de ces gens-là le fait de leur dire mais non, mais la finitude n'est pas quelque chose qu'il faut envisager comme une perte. Parce que finalement, derrière la critique de ces gens-là, il y a toujours l'idée qu'on a perdu l'absolu, l'infini, et du coup, forcément, chez ces gens-là, quand on parle de finitude, c'est vous voulez quadriller la société, vous voulez empêcher, et même dans la pensée libérale, parfois il y a ça. Moi j'ai déjà entendu des gens qui disaient, moi ce que j'aime bien dans la civilisation, c'est ses errances. Et les communistes qui veulent administrer le procès de production, et en fait, du coup, moi je veux pas, parce que moi j'aime bien que la société fait ses erreurs, et qu'elle se rattrape, donc vous mieux se rattraper d'une erreur plutôt que de ne pas avoir fait l'erreur, des trucs à la con de bourgeois comme ça. Mais ça, c'est une critique que je peux entendre. Mais quand à la fin, on en vient à dire, assumons la finitude, et du coup, la finitude, c'est de dire, oui, il y a une finitude du procès de production, une finitude du procès de production, on va les encadrer. Je pense que c'est aller beaucoup plus loin que de juste rejeter comme ça l'absolu, le grand tout profond, etc. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est juste qu'on n'oppose plus la consommation et la production, par exemple. Ça, ce serait une analyse à faire.
Par exemple, je sais pas moi, un artiste, est-ce qu'il produit ou est-ce qu'il consomme, par exemple? Ça, c'est une vraie question. On l'envisage pas dans le cadre du capitalisme, parce que tout est foutu, tout le monde va à l'usine, tout ce que tu veux. Et du coup, il faut pas que la critique du capitalisme soit empreinte de cette réduction-là. Parce que sinon, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, à la fin, quand tu prends le pouvoir, bah, tu veux juste répartir les fruits de la production. Or, si les fruits de la production ils sont amenés par la loi de la valeur à se retrouver à être restreints, c'est-à-dire que tu dois toujours faire plus travailler les gens, quoi. Et donc, tu n'as pas fait avancer d'une miette le problème. Ce que tu as fait, c'est juste que bah, dans bien des cas, tu t'es libéré de l'aristocratie et de l'ancien régime, et donc tu as libéré les forces productives, mais si derrière, tu promeus une société qui est en fait une espèce de société capitaliste morale avec en gros le saint parlement du travailleur collectif qui fait un peu penser à la démocratie athénienne, platonicienne en gros, parce que ce ne sera pas les ouvriers qui rentrent dans le parlement du travailleur collectif, ce sera Pagani et Bossuet. C'est quand même ça l'histoire de la chose. Et je ne sais quel Badiou, parce que Badiou c'est un peu ça, hein, sa République. Et puis à la fin, ils vont organiser les choses. Oh non, là vous ne produisez pas assez par rapport à ce que vous consommez. Et puis l'autre, ah non, vous consommez un peu trop, il faudra arrêter. Hein. Un petit peu de sérieux. C'est pas possible. Puis, je crois que pas rêver, quoi, je veux dire. Je crois que c'est vrai que depuis quelques semaines, et c'est bien, hein, c'est le but du jeu, quoi, de faire apparaître des objections, des premières objections, et puis comme on stresse ce livre, il faut stresser les objections, et même les objections des objections. On est tout à fait dans le cœur du truc, mais d'après ce qui remonte un petit peu, c'est peut-être, bon, à travers ce P égale C, bon, l'opposition d'un Marx socialiste et d'un Marx communiste, quoi, à chacun selon son travail, à chacun selon ses besoins. C'est un peu toujours... De chacun selon ses moyens et à chacun selon ses besoins. C'est ça la formule. Voilà. Ça veut dire que dans une société, peut-être que cette formule-là, tu peux l'étirer. Après, je ne sais pas si Marx a profondé. Peut-être que c'était un cube d'été de dire ça aussi. C'était pas forcément une mesure qui était bien pensée. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est quand même beaucoup plus précis que ça. C'est-à-dire que dans une société communiste, tu peux imaginer que le mec qui est hyper musclé, qui est hyper, etc. Mais le communiste lui dira, mais attends, mais toi tu peux en faire, tu peux bosser beaucoup pour la montrer de la société. Tu devrais bosser 4 fois plus que l'handicapé. Et puis la femme avec 4, j'ai fait ça avec Juliette une fois, je dis mais une femme qui a 4 gosses, elle devrait recevoir 4 fois plus d'argent en vertu de sa nécessité que quelqu'un t'en a pas. Non mais tu vois, et ça c'est plus intéressant quoi. Parce que là ça veut dire que tu es vraiment dans une analyse de la nécessité. Non, mais là quand même, tu vois, ce qui est vrai c'est que les exemples de socialisation réelle qu'on a eu quand même ne permettent pas de dire qu'effectivement le type qui avait besoin de plus d'argent parce qu'il avait plus d'enfants, on ne l'avait pas. Tout ça était pris en compte, je pense. Mais je pense que on touche quand même à un point sensible, hein, c'est-à-dire dans le cheminement, là, donc le fait que effectivement il y ait une approche, celle de Kluskar, donc qui tendrait plus vers un Marx socialiste, quoi. Alors bon, moi, il faut qu'on m'explique quelque chose quand même. Marx. Parce que là, non, on dit effectivement, et c'est lié quand même à la notion de travail abstrait, quoi. Travail concret, travail abstrait, donc ça a été reproché qu'effectivement le fait même de catégoriser de manière générique les activités humaines sous un vocable travail, ce qui n'était pas le cas, certes, dans l'Antiquité, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge, etc. Non, c'est pas ça. Alors, attends, je finis. Serait propre au capitalisme. Donc, oui, tout à fait d'accord. Mais ce travail abstrait, il est le résultat non pas d'une opération, mais à mon avis de deux opérations. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le fait que tu mettre sous un même vocable, de manière générique, l'ensemble des activités humaines, que certains peuvent penser comme une aliénation, mais comme une réification aliénante, oui, mais que d'autres peuvent penser comme une réification innocente, finalement, une forme d'objectivation,
Et il faut aussi se réconcilier avec l'objectivation. Tu parlais de se réconcilier avec la finitude, il faut se réconcilier aussi avec l'objectivation. Et ce qui est la réification aliénante qu'introduit le capital, c'est non pas le fait de le mettre ça sous un vocable générique, mais c'est après de ce vocable-là d'en faire un équivalent pour le nombre d'heures de travail et rendre le travail comme une marchandise, une simple marchandise finalement qu'on vient vendre sa force de travail. C'est là qu'est la réification aliénante. C'est pas la première. Et à mon avis, le fait est que dans une société socialiste, tu es obligé de faire la première, parce que tu vas regrouper un certain nombre d'activités avec un vocable générique, le mot travail. Si dans le cadre d'une économie socialiste planifiée, il faut bien qu'à un moment donné, sans que tu ailles mettre ta force de travail comme une simple marchandise sur ce marché, il faut simplement que tu saches combien il faut d'heures de travail pour faire une paire de chaussettes et combien il faut d'heures de travail pour faire un pantalon pour la planification. Sinon, tu vas te retrouver avec 10 usines de pantalons et une usine de paires de chaussettes, ce qui va que tu vas avoir trop Non, tu filmes, et moi je parle. tu vas avoir trop de pantalons et pas assez de chaussettes. Attends, je finis quoi. Vas-y. Mais alors je trouve, si tu veux, et ça, je pense que c'est au cœur de la problématique, qu'il y a deux choses. Il y a une réification innocente, qui est le simple fait de catégoriser une activité. Et alors là, on peut multiplier ce nombre dans l'histoire de l'humanité. On peut parler, par exemple, de l'arithmétique. Ça s'est fait, le type qui garde ses chèvres et ses moutons, le type ne sait pas compter. Pourtant, il sait quand il y a un mouton ou deux qui sont marrés, il sait qu'il y en a un qui s'est barré. Bon, entre-temps, il y a un mec qui fait du commerce et puis qui a foutu des boules dans une motte de terre pour sceller un contrat. L'arithmétique apparaît tu peux dire, ouais, c'est une objectivation, certes, mais alors, est-ce qu'il faut revenir, si tu veux, au temps d'avant l'arithmétique? Pareil pour l'écriture, pareil pour le langage, ou pareil même pour la généricité humaine. Je vais répondre à ça après, tu verras. Mais donc, il y a des objectivations, il y a un processus, et Lukács en parle. Non, mais c'était bien retiré, je peux t'assurer qu'il n'y avait pas l'Occident. Et qui c'est qui avait fait le film? J'ai pas fait le film, je te le raconte, moi je l'ai fait sur autre chose. C'est Soros qui avait fait le film. J'ai fait un film à ce moment-là, mais pas sur ça. C'est Soros qui avait fait le film. Non. Je peux t'assurer que j'ai croisé des gens en pleine forêt qui ont balayé les feuilles. En plein conspirationniste. Non, mais c'est parce que Soros l'a montré. Non, j'exagère de manière foncière et volontaire. Je peux te dire où, Non, mais je comprends, mais t'as raison. Le truc, c'est effectivement donc qu'il ne faut pas. Il y a une part d'objectivation, elle est partout dans l'histoire de l'humanité. Et je pense que vouloir. Alors c'est pour ça que moi, je personnellement, mais je ne sais pas si ça transparaît dans le texte de Kouskar à ce niveau-là, non, mais au niveau effectivement P égale C, ça va un peu à l'encontre de la phase, disons, comment tu dis, à chacun selon ses moyens. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses moyens. À chacun selon ses moyens. Lui, il serait plutôt donc sur à chacun selon son pour travail. Moi, bon, mais voilà, donc. Pour moi, P égale C, c'est une forme de tyrannie de la mesure. C'est-à-dire que quand tu lis la logique de Hegel, la mesure, en fait, c'est un peu le problème, quoi. C'est-à-dire que la mesure, c'est la quantité sans qualité, quoi. Ou plutôt, tu peux le dire comme ça, la qualité vide, la qualité pure. Moi, par exemple, mon boulot, c'est d'être informaticien, et je suis prestataire dans un établissement, donc je travaille pour un client, je bosse chez le client. Donc en fait, mon patron, pas moi qui suis prestataire, facture mes prestations au client. Il me paye, mon patron me paye, et puis derrière, il reçoit de l'argent de la part de la banque. Si je fais mon travail, par exemple, je sais pas moi, en une semaine, j'ai 5 tâches de dev avec des services à développer. Si je les développe pas assez rapidement, bah ça pose problème. Parce que du coup, ça veut dire qu'en fait, il faudrait qu'ils me facturent plus s'ils veulent avoir leur travail. Et donc, bah, là, c'est la concurrence d'un point de vue classique qui va jouer. Bah, il y a plein de prestataires, donc on peut
se séparer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les prestataires, c'est les entreprises, les travailleurs dans les entreprises prestataires sont les prolétaires de leur patron, mais les prestataires sont les prolétaires de ces grands accumulateurs que sont le CAC 40, les banques et ces trucs-là. Si je vais plus vite que ce que je pourrais, c'est même plus de la plus-value relative qui est réalisée. C'est-à-dire qu'on pourrait dire le patron il est content, il se dit oh, bah, tu fais ça encore plus vite que ce que tu sais faire, bon bah je vais te donner d'autres travail. Moi quand je travaillais, j'avais travaillé à l'usine quand j'étais plus jeune, pas beaucoup, hein, mais quand j'étais étudiant, puis bah, dès que j'avais fini de monter mes vols et mettre les caisses sur les trucs, j'en ai 84 à faire par jour, parfois j'avais fini une heure d'avance parce que j'étais en forme, puis je savais que je bossais là quelques semaines, puis après je retournais faire des études, et bah on me mettait sur un autre poste pour aller aider les gens, donc du coup je me faisais exploiter parce que j'étais bon entre guillemets. Là aujourd'hui un truc comme ça, dans mon entreprise, c'est même plus possible. C'est-à-dire que c'est gênant que je fasse mon travail vite. Parce que du coup, ça veut dire qu'il faudrait que le client paye à ma boîte qui facture plus de choses. Parce que sinon, ça veut dire que je me croise les bras pendant 4 heures. Donc du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'après, tout ça est consigné dans des appareils de mesure, il faut y aller. Si tu veux, pour faire une tâche de dev, tu as une durée théorique, tu as un pourcentage d'avancement, et puis à la fin, ça te donne ta durée, on va dire, réelle. Et donc du coup, quand tu as mon chef de projet qui fait ce qu'on appelle des relevés au milieu, des suivis d'avancement, il me dit « Bon, Arthur, je sais que tu as déjà fini sur cette tâche de dev là, mais normalement il y a 4 trucs, et j'ai mis des coefficients de telle sorte que là, tu n'es pas censé avoir dépassé 60%. Donc j'en ai rien à foutre, tu mets 60%, alors que tu es déjà à 100%, mais tu mets 60%, et puis tu mets d'autres choses à l'état d'avancement alors que tu les as pas encore commencé, parce qu'il faut bien, tu vois. Et d'une part, ce que ça veut dire, c'est que je mens. C'est-à-dire qu'on s'emmerde, et c'est des heures de boulot à faire ça. Oui, c'est ça. Donc il faut faire comme si ces heures de boulot à le faire ne comptaient pas. Parce que t'es pas censé avoir un temps, ou alors un temps très très infime dans le chiffrage, qui est suivi d'avancement. L'essentiel, c'est quand même le boulot, quoi. Alors qu'en réalité, parfois, je peux t'assurer qu'un chef de projet, il passe la moitié de son temps à faire ses chiffrages. Donc c'est pour te dire à quel point production dans la société. Mais il produit, hein. Je veux dire, là, ça s'appelle la production. Dans une société capitaliste, absolument. Mais alors, est-ce qu'on va dire par exemple que c'est est-ce que la mesure du temps de travail pour faire une paire de chaussettes et une paire de pantalons, est-ce que ça va être rejeté parce que c'est une aliénation? Mais justement, l'intérêt c'est justement que là, la mesure, est-ce qu'on va dire ah non, c'est la tyrannie de la mesure? Ne calculons pas, on va faire comme bon nous semble, et alors tu vas voir 10 millions de paires de chaussettes, et puis quelques tu voulais parler depuis tout à l'heure. Non, mais tu vois, la tyrannie de la mesure, ouais, d'accord, en société capitaliste, mais je veux dire, c'est comme tout, la mesure c'est une forme d'objectivation. La mesure du nombre de chèvres que tu as, la mesure il faut bien que tu ça fait partie des processus à long terme de l'humanité. Ça fait des processus qui ont été, et c'est le caractère productif. Et tout dépend comment tu les capitalisme, d'avoir développé la production. Mais très bien, voilà, aujourd'hui on n'est plus, mais c'est une chose avec toi, mais on n'est plus dans un cadre léniniste où il faut rattraper le retard et les mesures productives. Je veux dire, aujourd'hui, ce que tu fais, moi je peux en parler, c'est pour ça que j'ai un exemple de mon boulot. Même si mon boulot, je veux dire, j'aime bien mes collègues, et puis j'ai quand même l'impression d'apprendre des trucs, donc ça ne me déplaît pas. Je suis pas en train de faire des tableaux Excel toute la journée, mais il faut savoir que la majorité des gens aujourd'hui qui sont à bac plus 5, c'est ça qu'ils font. Donc là, c'est juste les travaux qui servent à les ceux qui bossent, mais ceux qui font pas des pianos, mais c'est des gens, c'est des travaux inutiles, tu vois. Est-ce que ça a sens de se demander même, ce que tu dis, quand tu dis oui, il faut bien quand même mesurer, mais le problème c'est qu'il y a un moment donné où tu finis par essayer de mesurer pour donner un caractère quantitatif à des tâches qui ne se justifient que parce qu'elles sont dans le capitalisme. Mais alors, est-ce que cette critique de la mesure, elle rejoindrait la critique heideggerienne non, pas du tout. Non, mais la technique et de la technologie. Mais non, parce que Heidegger, c'est pas son problème. La mesure, si. Bien sûr que la mesure, c'est Heidegger, son problème, c'est la mesure, mais c'est la représentation en tant que telle. Donc, d'ailleurs, c'est même pas que la représentation, c'est même l'émergence de la conscience. Les mythes de Heidegger, c'est tout ce qui est à partir de Descartes jusqu'à après. Là, je suis d'accord. Donc, voilà. Dont la mesure.
mais la technique, etc. Mais, mais moi je ne dis pas la technique. Tout dépend. Moi je te dis pas qu'il faudrait arrêter la technique pour pouvoir être plus proche de la nature, je sais pas quoi. Moi, je suis pas du tout. Je dis qu'il y a un développement technique et on en est content. Mais du coup le problème c'est que le développement de la technique aujourd'hui il rend invalide des formes de développement, enfin des formes d'organisation sociale comme celles qui ont cours dans le capitalisme. Dans une société capitaliste. Oui, dans une société capitaliste. Mais justement, ce que ça veut dire, c'est que si tu veux pas te sortir, si tu veux sortir du capitalisme et puis ne pas faire, et puis que tu veux en même temps profiter du développement de la technique, ne serait-ce que parce que ça fait que tu peux réduire le temps de travail, et bah il faut, en tout cas que ça réduit le temps de travail et que donc du coup on est plutôt content qu'aujourd'hui il y ait eu l'automatisation pour toute une série de choses, etc. Il faut effectivement sortir du capitalisme en gardant ces choses-là, même gardant des collectifs d'activités qui auraient on va dire des échelles et puis des forces de frappe qui dépendraient de l'activité. Je veux dire, tu ne vas pas nationaliser une boulangerie et tu ne vas pas aller localiser un secteur de santé. Mais P égale C, dans ce contexte-là, ça n'a plus aucun sens. C'est ça que j'essaie de te dire. D'accord, mais le truc c'est que effectivement aussi le capitalisme il était nécessaire. Bon, il a fait. Enfin, je sais pas si c'est nécessaire. Il est arrivé, de toute façon, il est nécessaire. Bon, c'est pas nécessaire. Il n'y a que des choses. Voilà. Si, il y a que les choses qui sont nécessaires qui arrivent dans l'histoire. Donc la nécessité de la production. Très hegelien, ça, pas très marxiste. La nécessité de la production le demandait. Mais je crois, moi, justement, que dans le travail abstrait, il y a un truc positif du capitalisme. C'est justement l'objectivation sous une appellation générique du travail que tu pourras réutiliser dans le socialisme. C'est que justement, P égale. En tout cas, après c'est toujours pareil, il faut définir les termes, peut-être qu'on définit ça. Je ne veux pas être nominaliste, mais je veux dire, définir les termes, c'est important. Je veux dire, la production, la consommation, par exemple, effectivement, quand tu produis, tu consommes des matières qui ont été produites par d'autres, par exemple. Ah oui. Quand tu consommes, tu produis également. Tu vois, et donc du coup, la question par exemple qui va se poser, c'est à quel moment est-ce qu'un objet, enfin une marchandise, quand elle est consommée, elle disparaît, à quel moment est-ce qu'elle entre ou elle n'entre pas, du coup, dans le procès de reproduction du capital, par exemple. Ça c'est important, parce que ça te permet de savoir ce que c'est que le travail productif, travail non productif. De la manière que là, en gros, on parle de procès de consommation, procès de production, parce que là, je donnais l'exemple, enfin c'est lui qui le cite d'ailleurs, mais j'expliquais bien que c'est la part subjective, la consommation, et puis le procès de production, c'est la part objective. Entre les deux, tu as la distribution et l'échange. Dans quelle mesure est-ce que l'échange et la distribution sont prédéterminés par la production? Alors que sous certains aspects, ils peuvent sembler dans un rapport inverse. Tu pourrais imaginer que l'échange et la distribution déterminent la production, parce que par exemple la distribution entre salaire, rente et, enfin si tu prends les catégories basses, parce qu'après il faudrait les actualiser maintenant, mais salaire, rente, profit, dans quelle mesure est-ce qu'après ça va influencer les facteurs de production? Et donc du coup, voilà. Mais après, l'argument de Marx, c'est de te dire, oui, mais tout ça se fait toujours dans des rapports de production donnés, et donc du coup, jusqu'à preuve du contraire, le salaire, la rente et le profit, c'est toujours dans des rapports de production donnés, c'est toujours dans des rapports de propriété donnés, donc du coup, il y a production dans un cadre bien donné, parce que si tu n'avais pas la propriété, je veux dire, tu n'aurais pas des outils de production donnés, tu n'aurais pas une telle concentration de la production entre les mains de telle personne suite à des crises qui ont fait que tu as eu des monopolisations, tu n'aurais pas plein de gens dans les usines en 1890, alors que, et encore plus en 1900, à la guerre de la Première Guerre mondiale, alors qu'au début du 19e siècle, tu en avais peut-être 40 en moyenne, je sais pas. Donc c'est ça une dialectique en fait, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que des choses qui peuvent être opposées en réalité ne le sont pas, comment l'un devient l'autre devient l'un, et puis comment ça, après, tout ça constitue une totalité sociale. Mais le fait de restituer le capitalisme comme une totalité sociale, c'est effectivement ce que fait Marx dans le Capital, et donc il en donne une cohérence, mais ça ne te dit pas d'une miette comment tu le dépasses, quoi. C'est d'ailleurs le problème. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire gaffe, parce que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Tu peux avoir même des gens... Bon, d'ailleurs, je vais te dire un scoop, ça c'est Michéa qui l'explique dans je sais plus quel livre, qui avait cité un mec, là il dit, tu sais, à ce moment les mecs à Wall Street ils lisent le Capital, le tome 3, parce qu'en fait ils comprenaient rien, et puis en fait ils se rendent compte que, pour Marx leur explique un peu ce qui est en train de se passer, parce que tu vois, tu peux être un mec de droite ou d'extrême droite et lire Marx et trouver que c'est un bon analyse. D'ailleurs même Parizeau une fois avait dit, mais Marx c'est un super sociologue, c'est le meilleur qui ait jamais existé, c'est mieux que tous les sociologues de gauche qu'on a maintenant, quoi. Tu vois? Et après, quand il s'agit d'être communiste ou de promouvoir quelque chose et une société, je veux dire, c'est extrêmement compliqué. Mais si tu reprends ce qu'il y a dedans,
Je pense que c'est vraiment consommation, production, P égale C. C'est-à-dire que... Tu pourrais imaginer un patron, voilà, typiquement, voilà. Imagine par exemple, Blablacar, c'est P égale C, tu vois, ou un truc dans le genre quoi. Égalité des salaires, Owen, l'ouvrier, le socialiste Owen, Ouais. c'est ça qu'il avait essayé de faire, il avait essayé de dire au début du 19e siècle, bon moi je paye autant des salariés, vous payez moins, t'es pas dans le capitalisme. il était dans une société capitaliste. Le truc, c'est pas envisagé dans une société capitaliste, c'est un projet socialiste. Il a été partiellement réalisé en URSS, à mon avis, quoi. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut le voir. Mais je pense que on en avait discuté la dernière fois, les rapports de Kluskar avec Marx, puisque ça avait été un peu sur la sellette à travers notamment ce P égale C, etc. Et de Hegel, moi je les vois comme ça, c'est-à-dire que comme on avait expliqué un peu la dernière fois, en fait Kluskar il reprend le projet hegelien de dire le réel selon sa logique. Oui. Ce que pourrait faire Marx non pas au niveau social, mais au niveau ontologique, ce qui a priori n'a pas fait, et que peut-être il pouvait faire, même si tu me dis que ce n'est pas vrai. Mais là encore, il faudrait creuser la question. Kluskar, comment il se positionne par rapport à Marx et Hegel, c'est là. Donc il se situe dans le sillage de Hegel, mais il reprend la découverte de Marx, alors que l'on situe, soit au niveau de cette thèse 6, comme quoi l'essence de l'homme, c'est l'ensemble des rapports sociaux, ou soit plus bas, au niveau plus ontologique, qui est la thèse 2, que je répète tout le temps, la discussion sur la réalité ou l'irréalité d'une pensée qui s'isole de la praxis et la pratique est purement scolastique. Donc lui reprendrait à ce niveau-là, et il fait le chaînage avec la logique de Hegel. Bon, moi, c'est comme ça que je perçois ce bouquin, et sans doute Netrelkov aussi, sans doute. Donc, voilà, moi, par rapport à Kluskar, par rapport à Marx, moi, je pense que c'est comme ça qu'il se situe par rapport à Marx. Voilà, donc Mais t'as pas l'impression que c'est le capitalisme qui instaure le règne, justement, de la durée. Ça c'est je sais que tu bosses là-dessus, moi je suis pas sans là-dessus, mais c'est quelque chose qui est évident, sans même lire le courant critique de la valeur, sans même lire De Born, mais en lisant Marx lui-même. Le capitalisme, c'est le règne de la durée. Et d'ailleurs, la réification de l'espace, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que l'espace, c'est de la durée qui a été solidifiée, quoi. Une machine, c'est du travail mort, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est une problématique. Après, quand tu fais de la durée, pour moi, il y a un peu. On prend des armes de l'ennemi pour faire pareil à l'envers, quoi. Non, je pense que là aussi, la durée. Moi, je crois qu'il y a toujours une part, si tu veux, de réification. Il y a toujours une part de réification. Il y a toujours une part de réification innocente et de réification aliénante. La réification innocente, ça me paraît être la mesure, tout ce qui est objectivation dans le but d'accomplir le processus de production ne me paraît pas être quelque chose... Et ça, on est d'accord, mais c'est la science, ça. C'est pas les rapports de production, ça. Ce que tu dis là, c'est le fait que globalement, par exemple, on va mesurer que des progrès techniques font que un train marche mieux quand il est électrique à vapeur, j'en sais rien, moi. Mais quand tu parles de tyrannie de la mesure, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Non, mais tyrannie de la mesure dans ce cadre-là, dans le cadre du fait d'accorder aux gens ce qu'ils leur dans le cadre du capitalisme. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis qu'à la limite, si tu veux, le capitalisme, dans la mesure où il permet, si tu veux, d'extraire de manière générique une activité travail, n'est pas en soi aliénant. C'est ce qu'ils ont fait qu'aliénant. Et je pense que même, à la limite, il y a un progrès, si tu veux. Il était nécessaire, ce progrès. Comme le mec qui compte, Non, mais attends, c'est pas vrai. Alors là, excuse-moi, vas-y, finis. À ce moment-là, non, mais parce qu'à ce moment-là, le type, alors par exemple, le truc du berger, et puis du type qui compte à côté, parce qu'il a vendu les chèques. Non, mais je parle de l'objectivation en général. Parce qu'il faut quand même, moi, à mon avis, se réconcilier aussi avec l'objectivation. On est parfois un peu
comment poussé par certains courants à dénoncer ça, comme une aliénation en soi, quoi. Et ça peut aller. D'ailleurs, c'est une différence entre le premier Lukács et le deuxième Lukács. C'est que le deuxième Lukács vient corriger le premier Lukács. J'ai vu le premier, pas le deuxième. Je ne pourrais pas te parler de deuxième. Ah, oui. Je connais juste le premier de Histoire de conscience. Oui, non, mais, donc il vient corriger justement la réification. Donc il établit, si tu veux, qu'il s'était gouré dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que son projet d'ontologie est non. pour autant à succès, quoi. Tu vois, il a essayé, mais c'est aussi rendu compte. Il n'a pas été diffusé. Il a corrigé. Au 20h, on ne voit pas beaucoup. Non, mais il a corrigé le tir, si tu veux, mais le fait est qu'il a corrigé le tir pour se lancer sur une deuxième façon de faire et enfin, je crois que c'est lui qui dit même qu'il a échoué. Enfin, je veux dire. Non, il dit qu'il est moins satisfait de son ontologie que de son esthétique, mais il ne dit pas qu'il a échoué, non. Et puis il avait 88 ans. Mais le truc, je crois qu'il y a des trucs à sauver quand même dans toute dimension, même fut-elle aliénante dans une période, mais il ne faut pas tout jeter, quoi. Bon, c'est comme si tu disais, bon voilà, l'écriture s'était faite dans un premier temps parce que ça a été inventé pour des problèmes comptables, quoi. Alors bon, tu vas dire, comptable, voilà. Donc, alors tu vas dire. Mais non, tu vois le truc, si c'est objectif, l'objectivation. Non, mais j'ai pas dit que tu dis ça, hein, mais je dis que tu pourrais, à la limite, si tu critiques, si tu veux, le regroupement de manière générique de l'ensemble des activités humaines comme une aliénation, à ce moment-là, il faut être logique, il faut à ce moment-là critiquer l'ensemble des objectivations dans l'histoire totale. Tu fais une fixette sur l'objectivation, moi je ne t'ai pas parlé d'objectivation. C'est quand même un processus élémentaire. L'objectivation, c'est vrai, et Marx paraît-il aussi, mais je ne vais pas lui. Là, on est sur une problématique par rapport à ce livre, quoi. Donc P, C, etc. Donc on essaye effectivement de creuser la question en se référant à d'autres avec nos modestes savoirs, nos limites et nos manques. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas savoir compter, mais on dit que c'est le capitalisme qui instaure le règne de la valeur des marchandises en fonction de la durée de production dans une perspective socialement nécessaire, c'est-à-dire dans une analytique universalisante qui est celle de la société. C'est-à-dire que la société capitaliste. Oui, bien sûr, mais du coup, nous, tu peux nous faire le procès de dire, bah oui, mais si vous rejetez ça, c'est toi qui dis si vous rejetez ça, c'est que vous rejetez le fait de compter. Non, je dis, est-ce que le capitalisme a créé, si tu veux, à fédérer, enfin à regrouper, puisque c'était un peu l'idée, des activités diverses et variées, pour lesquelles il y avait plusieurs noms, notamment plusieurs dénominations dans l'Antiquité, oui. Sous une forme. Est-ce que tu crois que le capitalisme, si ce s'était arrêté là, est-ce qu'il ça aurait valu le coup, si tu veux, qui regroupe de manière générique différentes activités? C'est absolument aucun intérêt. Donc il l'a fait simplement pour que ça soit un équivalent de la force de travail à vendre, le nombre d'heures qu'il faut faire pour tel ou tel produit, après que tu mets sur un marché. Maintenant, alors que tu rejettes cette dernière partie, là je suis tout à fait d'accord. Il y a eu des erreurs. Attends, peut-être qu'il y a pas eu non, loin de moi le fait de vouloir blâmer ce qui s'est passé, même en Chine ou en Union soviétique, c'est certainement pas moi qui va trouver ici pour dire le contraire. En plus, je supporte pas la morale, donc les pleurnichards, tout ça, autre truc. Mais par contre, tu peux tout à fait dire que la civilisation occidentale, on va dire au début de la Renaissance, c'est peut-être pour des raisons que tu peux juger moralement horribles, mais a réussi à réaliser une telle unification autour de la chrétienté, des marchands florissants qui ont réussi, etc. Tu peux dire que, quels que soient les reproches, tu peux dire qu'elle a été assez forte pour aller péter la gueule des Espagnols. Ils ont été assez forts pour aller péter la gueule en Amérique du Sud à toutes les tribus, etc. Et imposer la langue espagnole, et puis la christianisation forcée, et ce que tu veux. Tu peux dire ça, tu peux dire que c'était horrible, etc. Mais tu peux aussi dire que si l'histoire, parce que c'est sensiblement, parce que tu parlais tout à l'heure de nécessité, tout arrive nécessairement dans l'histoire. Si l'histoire est le juge et le tribunal sur lequel on juge des choses, et non pas la raison kantienne, pratique, bourgeoise, tout ce que tu veux,
qui fait que quand les nazis ils arrivent et puis ils te disent tu vends les juifs sinon je te prends ton gosse, et ben tu sais pas quoi faire parce que ça t'aide pas à vraiment comprendre quelque chose. Tu dis que c'est une histoire qui est le tribunal de la raison, tu peux tout à fait dire dans ces cas-là que, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets sur ce que je dis parce que je voudrais pas me faire attaquer par le pire, c'est bien fait pour la gueule des tribus indigènes de ne pas avoir été capables, pendant toute leur historicité, et ça c'est Pierre Clastre qui te le dirait très très bien aussi, de ne pas avoir été capables de s'unifier parce qu'ils étaient trop différents du point de vue de leur structure de parenté, du point de vue de la façon dont ils mettaient les chefs, comment ils géraient leurs dirigeants, quel était le rôle d'un chef selon les tribus Guayaki, les tribus Massatèques, etc. Comment c'était différent selon certaines. Moi, je ne suis pas un super anthropologue, je ne connais pas ces choses-là extrêmement bien, mais je veux dire, tous les anthropologues te disent que c'était différent. Et que justement, ces différences-là, et le fait que ces gens-là, c'est la guerre entre elles, font qu'ils n'ont pas été capables de résister à l'Occident qui est arrivé et qui avait des armes, qui ont d'ailleurs beaucoup joué dans le développement du capitalisme. Ah bah oui, quand même. Enfin aussi, même du point de vue même de la science, a connu un essor, oui, c'est ça aussi, on sait très peu. Mais je veux dire, tu peux dire des choses de cette façon-là. C'est-à-dire que tu peux tout à fait dire, et d'ailleurs Patrick Thor, il est un peu là-dessus, il dit « Ah non, mais moi, je suis pas de morale. » Patrick Thor, il te dit « Ah bah oui, mais oui, tu peux dire que la civilisation occidentale, elle est plus forte que les autres. Et que c'est l'histoire qui te le montre. Par contre, bah, c'est des gros connards, et d'ailleurs, ils se retrouvent dans la merde, parce qu'ils ont généré un monstre qui s'appelle le capitalisme, et qui est en train de se foutre dans la merde. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les petits bobos qui se retrouvent à fumer des joints, à écouter les préceptes de Pierre Rabhi, ou de je ne sais quel Mathieu Ricard, tibétain, pro-Tibet, ou de je ne sais quel, je sais plus comment il s'appelle, le mec, là, le philosophe qui te parlait de l'animisme sud-américain, là, le spinoziste intéressé par les Sud-Américains en disant dans la transe animiste, il y a la solution, la substance unique, ou je sais plus quoi. Il y a quelque part une forme d'aveu de faiblesse du fait de dire bah oui, bah là on est justement dans cette civilisation du face-à-face avec soi, qui a tout détruit, et bah oui, tu peux dire qu'on est dans la merde, mais du coup bah, la réalité c'est que cette civilisation elle est dans la merde, mais elle a bien baisé tout le monde, et elle a réussi à baiser tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Et bah de la même manière, tu peux dire bah les soviétiques ils se sont fait baiser, et puis c'est tout. Oui, oui. Non, mais je veux dire que, regarde, je vais aller beaucoup plus loin, Cuba, bah, je suis désolé, mais ça marche. Et puis tu vois, bah, Assad, et bah, malgré toutes les tentatives, et bah, il tient. Tu vois donc, le Venezuela tient moins bien que Cuba. Bah, tient moins bien, mais il y a d'autres contradictions, et puis c'est l'histoire qui permettra de juger. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas d'un côté dire le capitalisme, il est né, et puis bah, c'était la nécessité, et puis dire, bah oui, l'Union soviétique c'était le complot. Bah non. Non, je dis ça. On l'a poussé, quoi. Bah oui, on l'a poussé, bah oui, mais il s'est poussé aussi, tu vois. Et d'intérieur, effectivement, il y a eu des choses, ça c'est clair. Ah, moi, non, mais ce que je dis, si tu veux... Je demande la protection policière pour ne pas me faire attaquer par Boutenja et ses sbires pour avoir dit des horreurs sur la civilisation capitaliste qui avait défoncé tout le monde. Mais voilà, le truc est là, par-delà les discours, ce que je veux dire, c'est que dans le... il y a effectivement des processus d'objectivation depuis le début de l'histoire de l'humanité, et Lukács notamment le montre bien dans l'anthologie de l'être social. Et moi, je persiste à dire que effectivement le fait d'établir une généricité pour l'ensemble des activités humaines diverses et variées qu'on peut appeler travail concret, ne constitue pas en soi une aliénation. Ce qui constitue en soi, c'est l'opération après. Parce qu'il y a F rond G, comme on dit en mathématiques. Hein, donc c'est l'opération G quoi, qui est problématique. C'est pas l'opération la première. Voilà, donc ça me paraît, si tu veux, relever d'une... Alors par contre, question... Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal avec le Marx communiste. Quoi. Ça c'est... Moi je suis plutôt, effectivement, à chacun selon son travail, ça c'est vrai. Mais et Kluskar peut-être aussi. Mais il y a quand même des relents, si tu veux, donc à chacun selon ses besoins, de remonter, si tu veux, à une expression concrète du travail, qu'il ne faudrait surtout pas, j'utilise pas le bon mot, qui est de l'aviation générique, parce que malgré tout, ça fait quand même penser à un retour à l'âge d'or, au jardin d'Éden, etc. Quoi. Non, tu vois, la limite. Enfin, le problème, si tu veux, pour le moment, on n'a pas eu d'expérience communiste, hein, déjà. Hein.
jamais eu ça. On a eu des expériences socialistes. Le socialisme, quand même, il m'apparaît difficile, si tu veux, de nier, dans une société socialiste à économie planifiée, la nécessité de la mesure et de prendre en compte le travail, effectivement, comme une donnée générique, et de ne pas le revendiquer une activité éclatée, si tu veux, du travail concret. Pourquoi ça serait justement aux antipodes, si tu veux, de la production. Et je pense que si Staline il avait fait ça avec Hitler au cul, eh bien, on serait tous nazis, quoi. Donc, alors... Non, on sait rien, parce que... le truc, tu vois... Bah, si, quand même, je veux dire, pour le moment, on est quand même... Ça, pour le coup, c'est pas très mal. Enfin, bon, après, non, mais si tu veux, malgré tout, moi, je pousse mon truc, mais toujours par rapport à Kouskar, quoi. Moi, je suis prêt à dire, en 43, je suis stalinien, hein, je veux dire, c'est même pas le débat, donc il est... Moi aussi, voilà, je suis stalinien, même après. Mais comment je crois qu'effectivement il y a quelque chose je pense d'assez profond là, finalement dans ton objection et qui révèle aussi d'autres et que tu rabats sur l'Union soviétique. Alors que moi, je m'en fous un peu en fait. Ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer, c'est que justement, d'ailleurs Kouskar, il n'est pas en Union soviétique, il est en France, il voit émerger justement les couches moyennes enfin les couches moyennes. Il a vu émerger progressivement la petite bourgeoisie, les boumeuses, et puis il voit après comment ces gens-là en fait vont être frustrés et vont s'installer, vont devenir les cadres technocratiques qui vont administrer le procès de production. Mais aujourd'hui, même parler de ça, tel qu'il en parlait dans les années 70, pour moi c'est même quelque chose qui est périmé. C'est-à-dire que tu ne peux plus dire par exemple que tu as des 68 arts qui ont pris place dans la culture, aujourd'hui les salariés du tertiaire. Moi j'en discutais avec un copain qui est à la CGT, là, qui bosse, qui est délégué syndical et puis qui se fait, qui sait ce que c'est qu'être délégué syndical dans le tertiaire. C'est pas l'automobile, c'est pas la santé, c'est bien particulier d'être délégué dans ces conditions-là. Tu passes pour le rouge, simplement parce que t'es pas macronien, parce que c'est quand même ça le débat. Et j'ai un autre ami qui bosse avec la mairie de Paris qui me dirait à peu près pareil. Les cadres aujourd'hui, ils bossent 45 heures par semaine, c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve, parce que parfois je me fais la raison, je dis putain, on se battait pour la semaine des 40 heures dans les années en 36 ou des trucs comme ça, et puis là aujourd'hui tu as des cadres qui de même bossent 45 heures par semaine, qui prennent le métro 1 heure pour aller bosser, qui rentrent chez eux, qui sont complètement ouf, qui ont un coach pour s'occuper de leur gosse parce qu'ils en ont plus le temps, qui se font quitter par leur nana au bout de 10 ans parce qu'ils n'arrivent plus à la baiser, parce que c'est quand même ça la paupérisation de l'existence aussi, c'est pas juste une question de strictement matériel et tout, c'est aussi l'aliénation, il faut l'envisager d'un point de vue beaucoup plus global. Et la critique plouscardienne, quand par exemple il se plaît dans ses bouquins, au-delà du caractère de très bon sociologue qu'est le sien, qui se plaît à balancer un peu sur les couches moyennes et puis qui singe ce qu'ils disent, et que tu vois aussi aujourd'hui même des plouscardiens qui se disent de gauche, ou que tu vois un Monville qui n'a jamais bossé, qui t'explique par exemple, ah bah oui, c'est les petits gars, oui, c'est des fils à papa, etc. Il y a des gens, tu peux plus tenir sur les couches moyennes qui, à l'époque, effectivement, tu peux t'imaginer qu'ils allaient jouer un rôle de promotion culturelle, voire qu'ils allaient prendre en main des administrations, dans des boîtes, etc. Et tu peux plus tenir le discours que tu tenais par rapport à ces gens-là, tel que... Enfin, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu te demandes même si c'est pas l'administration n'est pas devenue le contenu même du travail. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de savoir si tu as les gens qui administrent le travail, c'est que tu te demandes si l'administration n'est pas devenue le travail lui-même. Et aujourd'hui, si tu mettais ça de côté, tu aurais juste tout le boulot pour les gens. Et donc à partir de là, P égale C, je ne veux même plus en entendre parler, parce que là, la production est devenue superflue. En fait, aujourd'hui... P égale C, ça s'applique à une société socialiste, pas une société... Mais la société socialiste, c'est ce que tu travaillerais encore, au sens où tu dis travail aujourd'hui. P égale C, c'est l'impression qu'aujourd'hui... Non, mais attends, je considère que c'est la formule pour l'économie planifiée, effectivement, P égale C. Ça me paraît difficile, si tu veux, d'enfreindre ça, sous couvert, si tu veux, peut-être, hein, quelque chose qui serait peut-être, est-ce que ça serait pas quelque part une espèce de retour à une forme d'âge d'or,